Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu vois la femme près de l'entrée? Oui, celle avec les cheveux très bouclés? Non, pas exactement. Celle dont les cheveux sont un peu ondulés, avec une veste bleue. Ah oui, je vois maintenant. Elle parle avec le responsable. Tu as pris les documents pour la réunion? Oui, j'ai tout mis dans mon sac, y compris le cahier. D'accord, mais n'oublie pas les feuilles imprimées, ce sont elles qu'on doit distribuer. Oui, les feuilles sont prêtes. Tu as vu la petite balle blanche sur la table? Oui, je pensais que c'était une balle de baseball. Non, elle est beaucoup plus petite, c'est pour jouer au golf. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. Le plat est encore froid, tu peux t'en occuper? Oui, mais ça risque de prendre du temps avec la cuisinière. Justement, on n'a pas le temps. Utilise plutôt l'appareil où on règle juste la durée. Oui, celui avec les minutes à programmer, c'est plus pratique. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, suite à un ajustement opérationnel de dernière minute, l'accès à la porte d'embarquement numéro 3 n'est plus autorisé. Une nouvelle porte sera attribuée dans les plus brefs délais. Nous vous recommandons de ne pas vous diriger vers une autre zone pour le moment et de consulter les écrans d'information dans environ 30 minutes afin de connaître la suite des opérations. Merci de votre collaboration. Chers visiteurs, nous signalons la présence d'un chat domestique de couleur brune, récemment aperçu en liberté dans l'enceinte du parc. L'animal, particulièrement craintif, pourrait fuir ou se cacher à l'approche des passants. En cas de repérage, il est fortement déconseillé de tenter toute interaction directe, merci de prévenir le personnel habilité. Bonsoir à toutes et à tous. Exceptionnellement, l'édition de ce soir s'écarte de sa ligne éditoriale habituelle. Aucun sujet politique ne sera abordé. L'accent sera exclusivement mis sur des thématiques sociales, en particulier les réalités du quotidien et les enjeux rencontrés par la population. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, en raison de perturbations sur le réseau, les trains numérotés 232 et 323 enregistrent actuellement des retards distincts, estimés respectivement à 30 et 23 minutes. Ces horaires restent susceptibles d'évoluer. Nous vous invitons à rester attentifs aux mises à jour affichées.
Chers élèves, afin de garantir un relevé fiable des effectifs présents aujourd'hui, nous vous demandons de bien vouloir vous regrouper en rangs ordonnés dans la cour. Merci de rester calme et de suivre attentivement les indications du personnel encadrant durant cette opération. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour, je vous appelle au sujet du relevé de notes récemment mis à votre disposition. À la suite d'un contrôle plus minutieux, une anomalie a été identifiée dans l'attribution de certaines évaluations. Il apparaît que 2 disciplines distinctes ont vu leurs résultats respectifs intervertis lors du traitement administratif. Une mise à jour est en cours afin de rétablir la correspondance exacte. Une version corrigée vous sera transmise prochainement. Merci de votre compréhension. Bonjour, service des ressources humaines. Nous revenons vers vous concernant les congés précédemment validés. Ceux-ci demeurent bien entendu maintenus, toutefois un réajustement global a été appliqué à leur durée, impliquant une réduction uniforme sur la période initiale. Cette modification, bien que limitée, peut avoir des incidences sur votre organisation habituelle, notamment en matière de déplacement. Nous vous invitons à en tenir compte dans vos dispositions. Bonjour, ici le service de facturation. Nous souhaitions vous préciser certains éléments relatifs aux documents récemment émis. Bien que celui-ci conserve sa validité formelle pendant plusieurs jours, les conditions associées à son traitement impliquent une prise en charge dans un délai plus restreint. Passé ce délai, certaines modalités pourraient ne plus être applicables. Nous vous remercions d'en tenir compte. Bonjour, je vous contacte pour vous informer de la mise en place récente de nouvelles offres susceptibles de vous intéresser. Afin de faciliter votre choix, nous pouvons vous faire parvenir un support détaillé directement chez vous. Cela vous permettrait d'examiner tranquillement les différentes possibilités avant de vous décider, tout en bénéficiant des conditions avantageuses proposées actuellement. Salut, je t'appelle à propos de ce qu'on avait prévu. En y réfléchissant, je me disais qu'on pourrait peut-être ajuster légèrement notre idée de départ pour quelque chose de plus flexible, sans forcément tout remettre en question. L'idée serait de conserver l'esprit de la soirée, mais dans un cadre un peu différent, qui nous laisserait plus de liberté. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'optimisation des dépenses quotidiennes grâce à l'utilisation de bons d'achat? A. Il est favorable à un usage systématique. B. Il est favorable sous certaines conditions. C. Il est défavorable à cet usage. Personne A. À première vue, l'utilisation de bons d'achat peut sembler être une stratégie judicieuse pour maîtriser ses dépenses, en particulier dans un contexte économique incertain. Toutefois, je pense qu'il faut rester vigilant quant à l'effet incitatif qu'ils peuvent engendrer. On peut être tenté d'acheter davantage simplement pour profiter d'une réduction. Dans ce sens, leur utilisation n'est pertinente que si elle s'inscrit dans une démarche réfléchie et non impulsive.
Personne B. En ce qui me concerne, ces dispositifs représentent un levier essentiel pour optimiser le budget quotidien. Lorsqu'ils sont utilisés de manière systématique et organisée, ils permettent de réaliser des économies substantielles sans nécessairement modifier ses habitudes de consommation. À mes yeux, ne pas en tirer parti reviendrait à négliger une opportunité concrète d'amélioration du pouvoir d'achat. Personne C. Je reste assez sceptique face à cette pratique. Bien qu'elle soit souvent présentée comme un moyen d'économiser, elle repose sur une logique commerciale qui incite à consommer sous couvert d'avantages financiers. À long terme, cela peut brouiller la perception réelle des besoins et encourager des dépenses inutiles. Pour ma part, je préfère adopter une approche plus sobre, sans recourir à ce type de mécanisme. Allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous opposé aux écoles entièrement numériques? A. Elle est opposée aux écoles numériques. B. Elle est favorable sous conditions. C. Elle est totalement favorable. Personne A. Il serait simpliste de dire que je suis contre les écoles numériques dans leur ensemble. Elles apportent une flexibilité pédagogique et un accès élargi aux ressources qui sont indéniables. Toutefois, je m'interroge sur les effets d'une substitution totale du modèle traditionnel. À mon sens, dès lors qu'on dépasse le stade du complément pour aller vers une exclusivité, on risque de perdre des dimensions essentielles de l'apprentissage, notamment la dynamique de groupe et la présence éducative directe. Personne B. Je m'oppose clairement à l'idée d'écoles entièrement numériques. L'éducation ne peut pas être réduite à une simple diffusion de contenu sur écran. Elle repose sur des interactions humaines, des ajustements pédagogiques en temps réel et une forme de régulation sociale difficilement reproductible à distance. Même si les outils numériques sont utiles, ils ne doivent jamais remplacer le cadre scolaire traditionnel dans sa globalité. Personne C. Ma position est nuancée. Je reconnais que le numérique ouvre des perspectives intéressantes en matière d'individualisation des parcours et d'accessibilité. Cependant, je considère qu'une bascule totale vers un modèle exclusivement virtuel pourrait entraîner des effets difficiles à maîtriser sur la concentration et l'engagement des élèves. Il me semble donc que tout dépendrait du degré d'intégration et des garde-fous mis en place. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour et bienvenue dans notre émission Société en mutation. Aujourd'hui, nous analysons l'influence des variations du taux de croissance démographique sur les principaux indicateurs sociaux, tels que l'accès à l'éducation, la pression sur les infrastructures sanitaires et la cohésion sociale. Selon l'économiste Laura Banqueda, une croissance démographique rapide ne se traduit pas automatiquement par une dégradation des conditions sociales. Elle souligne que, dans certains contextes, une population jeune et en expansion peut stimuler l'innovation, renforcer la dynamique économique et favoriser l'adaptation des institutions publiques. Cependant, cela suppose une capacité d'absorption suffisante des systèmes éducatifs et sanitaires. D'autres travaux, notamment ceux du Centre de recherche de Stockholm, mettent en évidence qu'au-delà d'un certain seuil, la croissance rapide exerce une pression significative sur les ressources publiques, entraînant des inégalités accrues et une saturation des services essentiels. Néanmoins, ces effets varient fortement selon le niveau de gouvernance et la planification urbaine. Ainsi, les spécialistes s'accordent sur le fait que la relation entre démographie et indicateurs sociaux ne peut être réduite à un modèle linéaire, mais dépend d'un ensemble de facteurs structurels et institutionnels.
Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Méthodologie de la communication écrite. Aujourd'hui, nous abordons le rôle des techniques de prise de notes dans la qualité des rapports professionnels. Selon la linguiste Claire Dubois, l'usage de fiches structurées permet de synthétiser l'information de manière efficace, en hiérarchisant les idées principales et en réduisant les éléments redondants. Cette méthode favoriserait une meilleure organisation cognitive et améliorerait la clarté des productions écrites. Cependant, certains chercheurs en sciences de l'information, comme Marc Lenoir, estiment que la prise de notes trop standardisée peut conduire à une simplification excessive des contenus, au détriment de la nuance et de la richesse analytique. Il souligne que les rapports les plus pertinents reposent souvent sur une appropriation plus libre des données. En définitive, les spécialistes s'accordent sur le fait que la prise de notes constitue un outil utile, mais dont l'efficacité dépend de la manière dont elle est utilisée et adaptée au contexte de production. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux deux questions. Professeur Martin, dans quelle mesure les politiques publiques peuvent-elles réellement influencer la fixation des prix des biens de première nécessité sans perturber les équilibres du marché? La question renvoie à un arbitrage délicat entre efficacité allocative et équité sociale. Les mécanismes de régulation des prix, tels que le plafonnement tarifaire ou les subventions ciblées, permettent en théorie de préserver l'accessibilité des biens essentiels pour les ménages les plus vulnérables. Toutefois, ces dispositifs peuvent générer des effets de distorsion, notamment en réduisant les incitations à la production ou en créant des pénuries artificielles lorsque les prix administrés s'écartent trop des coûts marginaux. Dans ce contexte, peut-on considérer ces politiques comme des outils structurels de stabilisation économique ou seulement comme des réponses conjoncturelles à des déséquilibres ponctuels? Leur efficacité dépend fortement du cadre institutionnel et de la finesse de leur calibration. Lorsqu'elles sont intégrées dans une stratégie macroéconomique cohérente, ces interventions peuvent contribuer à atténuer les chocs inflationnistes et à stabiliser le pouvoir d'achat. En revanche, appliquées de manière rigide ou isolée, elles tendent à produire des inefficiences persistantes et des ajustements informels du marché. On ne peut donc les réduire ni à de simples mesures correctives ni à des instruments entièrement structurels. Professeur Lemoine, dans quelle mesure peut-on établir un lien direct entre le niveau d'éducation des individus et la baisse des taux de fécondité observés dans de nombreuses sociétés contemporaines? Le lien existe, mais il ne saurait être interprété de manière strictement causale et uniforme. L'allongement de la durée des études tend à retarder l'entrée dans les trajectoires familiales, notamment en raison de l'investissement accru dans le capital humain et de l'intégration plus tardive sur le marché du travail. Toutefois, cette corrélation masque une diversité de mécanismes sous-jacents. Les effets varient selon le genre, le contexte socio-économique et les politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Dans certains cas, l'éducation favorise une rationalisation des choix reproductifs, conduisant à une diminution volontaire du nombre d'enfants. Dans d'autres configurations, notamment lorsque les dispositifs de soutien familial sont robustes, cet effet peut être partiellement neutralisé. Il serait donc réducteur de considérer l'éducation comme un facteur unique et déterminant de la fécondité. Peut-on alors dire que l'élévation du niveau d'éducation entraîne mécaniquement une baisse de la natalité, ou s'agit-il d'un phénomène plus complexe et contextuel? Il s'agit clairement d'un phénomène multifactoriel. Si une tendance générale à la baisse de la fécondité est observée avec l'élévation du niveau d'instruction, celle-ci n'est ni linéaire ni systématique. Elle est modulée par des arbitrages individuels et des contraintes structurelles qui peuvent, dans certains cas, atténuer voire inverser partiellement cette relation.
On est donc face à une dynamique probabiliste plutôt qu'à une loi déterministe. Docteur Alvarez, les méthodes de production du blé en milieu urbain suscitent un intérêt croissant. Peut-on réellement adapter une culture céréalière aussi extensive à des tissus urbains denses sans en altérer la performance agronomique? L'adaptation du blé aux environnements urbains repose sur une reconfiguration profonde des modalités de production. On ne parle plus ici de cultures extensives classiques, mais de systèmes hybrides intégrant des dispositifs de culture en toiture, des microparcelles verticalisées et des substrats optimisés en nutriments. Ces approches permettent une production localisée, mais elles induisent inévitablement une réduction des rendements unitaires comparativement aux systèmes ruraux intensifs. Toutefois, cette baisse apparente doit être relativisée, car elle est partiellement compensée par une diminution des pertes logistiques, une réduction des coûts de transport et une meilleure résilience alimentaire locale. Ainsi, l'enjeu n'est pas tant de reproduire à l'identique les performances agricoles rurales que de redéfinir les critères d'efficacité dans un contexte urbain contraint. Peut-on alors considérer ces systèmes urbains comme une alternative viable à la production traditionnelle, ou s'agit-il uniquement d'un complément expérimental? Il serait excessif de les présenter comme une substitution complète aux systèmes agricoles conventionnels. Leur pertinence réside davantage dans leurs fonctions complémentaires et adaptatives. Ils répondent à des enjeux de sécurité alimentaire locale et de durabilité urbaine, mais restent dépendants de contraintes techniques, énergétiques et spatiales. On est donc face à un modèle émerge, encore en phase de consolidation, plutôt qu'à une alternative pleinement stabilisée. Docteur Bouchard, dans quelle mesure le maintien d'une activité professionnelle ou d'un engagement actif influence-t-il l'état psychologique des individus en situation de maladie? La relation entre activité et morale en contexte pathologique est loin d'être univoque. Dans certains cas, le maintien d'une forme d'engagement, notamment professionnel ou cognitif, peut jouer un rôle structurant en préservant un sentiment d'utilité et de continuité identitaire. Cela contribue à limiter les effets de rupture souvent associés à l'entrée dans la maladie. Cependant, cet effet bénéfique n'est ni systématique ni universel. Lorsque la charge cognitive ou physique dépasse les capacités résiduelles de l'individu, la poursuite de l'activité peut au contraire accentuer la fatigue, amplifier le stress et retarder le processus de récupération. Tout dépend donc de l'adéquation entre le niveau d'exigence et l'état de santé réel. Peut-on alors affirmer que le travail constitue globalement un facteur de résilience psychologique pendant la maladie, ou cela dépend-il strictement des conditions dans lesquelles il est exercé? Il serait réducteur de considérer le travail comme un facteur intrinsèquement positif ou négatif. Il agit plutôt comme un modulateur conditionnel du bien-être psychologique. Son impact dépend de la flexibilité des tâches, du degré d'autonomie et de la perception subjective de la charge. Ainsi, il peut tantôt soutenir la résilience, tantôt l'entraver, selon les configurations individuelles et contextuelles. Documents divers.
Les exploitations agricoles en période hivernale font face à une combinaison de contraintes biophysiques et économiques particulièrement restrictives. Le gel des sols limite la mécanisation classique, tandis que la diminution de l'ensoleillement réduit significativement l'activité photosynthétique résiduelle des cultures tardives. Par ailleurs, la volatilité des coûts énergétiques liés au chauffage des serres accentue la pression financière sur les producteurs. Dans ce contexte, les agriculteurs doivent arbitrer entre maintien partiel de la production et mise en jachère stratégique des parcelles les plus vulnérables. La conservation de l'intégrité esthétique des surfaces automobiles repose sur un ensemble de procédés physico-chimiques visant à limiter la dégradation des revêtements polymériques. L'exposition prolongée au rayonnement ultraviolet entraîne une oxydation progressive des couches superficielles, tandis que les particules abrasives en suspension accélèrent le microrayage. Les solutions actuelles combinent traitements hydrophobes, films protecteurs et nanorevêtements autorégénérants, dont l'efficacité dépend toutefois des conditions environnementales d'utilisation. Les études en psychologie comportementale suggèrent que l'acte d'achat, en particulier dans des environnements commerciaux structurés, active des mécanismes de gratification immédiate associés au système dopaminergique. La stimulation sensorielle offerte par les espaces de vente, combinée à la perception de choix multiples, peut induire une amélioration temporaire de l'humeur. Toutefois, cet effet reste contextuel et peut être atténué par des facteurs tels que la contrainte budgétaire ou la surcharge informationnelle. La classification des couches atmosphériques repose sur des critères thermodynamiques et compositionnels. La troposphère, caractérisée par une décroissance thermique avec l'altitude, concentre la majorité des phénomènes météorologiques. La stratosphère, quant à elle, présente une inversion thermique liée à l'absorption des rayonnements ultraviolets par la couche d'ozone. Les couches supérieures, mésosphère et thermosphère, se distinguent par des variations extrêmes de température et de densité particulières, reflétant des dynamiques énergétiques distinctes. Les traditions textiles liées au tapis révèlent une diversité remarquable de systèmes symboliques et techniques à travers les cultures. Dans certaines régions d'Asie centrale, les motifs géométriques traduisent une organisation cosmologique du monde, tandis que dans les traditions persanes, les compositions florales évoquent des représentations idéalisées du paradis. En Europe, l'évolution des tapisseries reflète davantage des fonctions narratives et décoratives intégrées à des contextes aristocratiques ou religieux. Ainsi, le tapis devient un support d'expression culturelle multifonctionnel. Les systèmes informatiques modernes reposent sur différentes catégories de mémoire dites volatiles, dont la RAM constitue l'élément central. Ces dispositifs se distinguent par leur capacité à stocker temporairement des données nécessaires à l'exécution des processus en cours, tout en perdant leur contenu lors de l'arrêt de l'alimentation électrique. Certaines architectures hybrides introduisent des mécanismes de hiérarchisation interne, combinant cache de niveau variable et mémoire dynamique, afin d'optimiser les temps d'accès et la fluidité computationnelle. Toutefois, leur performance dépend fortement de la gestion des accès concurrents et des latences matérielles.
Les recherches en ergonomie cognitive montrent que les conditions lumineuses d'un environnement d'étude influencent directement les capacités attentionnelles et la vitesse de traitement de l'information. Une luminosité trop faible tend à augmenter la charge cognitive liée à l'effort visuel, tandis qu'un éclairage excessif peut provoquer une fatigue perceptive et une dispersion de l'attention. L'efficacité optimale semble donc dépendre d'un équilibre subtil entre intensité lumineuse, température de couleur et adaptation au rythme circadien de l'individu. Les études en chronobiologie indiquent qu'un sommeil prolongé, au-delà des besoins physiologiques moyens, peut influencer la stabilité comportementale au cours de la journée. Si une durée suffisante favorise la consolidation mnésique et la régulation émotionnelle, un excès de sommeil peut perturber les rythmes circadiens, entraînant une inertie cognitive et une variabilité de l'humeur. Ces effets restent néanmoins modulés par des facteurs individuels tels que l'âge, le mode de vie et la qualité du sommeil profond. La pratique de la natation en eau vive nécessite l'adaptation de techniques spécifiques en raison de la variabilité des courants et de l'instabilité hydrodynamique du milieu. Contrairement à la nage en bassin, où les trajectoires sont contrôlées, les environnements fluviaux exigent une lecture constante des flux, une modulation de la force propulsive et une anticipation des turbulences. Certaines méthodes privilégient la conservation de l'énergie par glissement avec le courant, tandis que d'autres reposent sur une propulsion active contre les zones de résistance. Les approches méditatives contemporaines sont de plus en plus étudiées pour leur impact sur la régulation du stress psychophysiologique. En modulant l'activité du système nerveux autonome, elles favorisent une diminution des réponses de type combat-fuite et une augmentation des états de vigilance détendus. Toutefois, leur efficacité dépend fortement de la régularité de la pratique et de la capacité individuelle à maintenir une attention non réactive face aux pensées intrusives.